C'est Oh, bon. Vital. Bon, écoutez, je vais être le plus bref possible parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple. C'est-à-dire que l'État béninois, par un décret du Conseil des ministres en date du 29 avril 2020, a autorisé nos compatriotes d'ici et d'ailleurs à investir pour construire, pour acheter des parcelles pour leurs besoins. Pour la plupart, ce sont des maisons. Il se fait que quelques mois après, 18 mois après, le 17 novembre 2021, un décret contradictoire sort et leur demande de dégager. L'État leur propose comme dédommagement 5 000 francs le mètre carré. Je vais juste prendre un exemple concret. Il y a une dame qui est également de la diaspora qui a acheté un terrain de 800 ou 900 mètres carrés de 550 mètres carrés à 60 millions. Rien que pour l'ADF, l'ANDF, pour l'enregistrement, elle a payé 5%, qui fait environ 3 millions. À l'heure d'aujourd'hui, l'État veut lui payer 5 000 fois 500 mètres carrés, ça fait 3 500 000. C'est-à-dire que l'État veut juste lui payer ce que l'État lui a pris comme frais d'enregistrement. Je pense que dans aucun pays, en tant que politique, on ne peut pas accepter que ces genres de choses se passent avec nos compatriotes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est, en tout cas pour moi, ce n'est pas de l'expropriation. C'est de la destruction des investissements de nos compatriotes. Je veux également prendre un autre exemple. Il s'agit de Madame Sagbo. Elle a 62 ans aujourd'hui. Elle est en France depuis 24 ans. Elle travaille dans un hôtel Accor à l'Île-de-France en tant que les agents d'entretien, c'est-à-dire ceux qui changent les draps. Je peux t'assurer que c'est un métier très pénible. Pendant 24 ans, elle est toujours sans papier, pour ne pas dire en situation irrégulière. Elle a mis toute son économie en septembre 2020 pour prendre une parcelle et commencer par construire. Aujourd'hui, cette dame, elle est très malade et elle m'a dit, il y a exactement une semaine, parce que je suis rentré de Paris le lundi 26, le dimanche 25, j'étais chez elle. Elle m'a dit, ma vie ne vaut plus rien. Je suis resté en France, j'ai travaillé tout ce que j'ai pu économiser, j'ai mis dans la parcelle. Vital, excuse-moi, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Je te jure que ce jour-là, il y a 7 jours, hein, le dimanche dernier, j'ai pleuré. Et je lui ai promis de lui donner 500 mètres carrés au village. Si cela peut l'aider. Donc, pour ne citer que ces cas d'exemple, aujourd'hui, les propriétaires ont refusé carrément d'accepter les 5 000 francs mètre carré parce qu'il y a l'article 234 du Code foncier qui est clair que les gens doivent être indemnisés conformément, si tu me permets, tu me donnes 30 secondes, je vais trouver l'article. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Si le 23 juillet ou le 27 juillet, la Cour constitutionnelle a dit qu'en l'état, il n'y a pas encore d'expropriation, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que moi, je me rappelle, lorsqu'ils étaient à la Cour constitutionnelle, il y avait déjà des engins qui étaient sur leur domaine. Maintenant, que vaut aujourd'hui la parole de l'État? La garantie que l'État peut donner à un citoyen, qu'est-ce qu'elle vaut? Moi, c'est mon combat. Je te remercie. Alors, donc, si on comprend bien, vous aviez déjà saisi la Cour constitutionnelle, hein, d'après ce que tu viens de dire. Bien évidemment. Et la Cour constitutionnelle déclare qu'en l'état actuel, il n'y a pas encore d'expropriation. Donc, il n'y a pas de jugement à prononcer, c'est ça?
Si tu me permets, je vais te lire la décision. Ça prend 30 secondes, si tu me le permets. Voilà. Voilà. C'est la décision DCC 23-219 du 27 juillet 2023. Bon, article premier, ce n'est pas important, se déclare incompétent pour statuer. Ce qui est important, c'est l'article 6. Attends. C'est-à-dire que il n'y a dit, c'est la Cour constitutionnelle, hein, dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la violation des articles 7, 8, 9, 22, 26, 35 de la Constitution et 14 de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc moi, ma question elle est simple. Hein. Si aujourd'hui il n'y a pas expropriation, selon la Cour constitutionnelle, voilà, il y a quoi aujourd'hui? Pourquoi on détruit les habitations de nos compatriotes? Merci beaucoup, Vital. Merci, Romaric. On va reprendre donc d'autres participants à cette émission parmi vous. Je vais demander à Sonayon peut-être s'il a la possibilité d'activer sa vidéo, sa caméra. Pour qu'il y ait expropriation, généralement, c'est que les zones à exproprier sont déclarées zones d'intérêt ou d'utilité publique. Dans le cadre de la zone de Togmé, la zone 4 qui cause également actuellement autant de remous, quels sont les projets de l'État qui sont projetés sur cette zone, Vital, les projets de l'État sont très simples parce qu'ils l'ont expliqué concrètement. C'est-à-dire que dans la zone, déjà il faut préciser que la zone en question c'est 20 hectares. Ce n'est pas 80 hectares. Parce que quand le DG de l'ANDF, quand la commission des expropriations a tendance à faire des sorties, il parle de 80 hectares. Le problème en question, c'est 20 hectares. Et les 20 hectares sont situés du côté nord, c'est-à-dire le côté opposé au côté maritime. Et c'est le côté, et ça part de Carrefour Togwendao, c'est-à-dire de l'agence de Sonayon qui vient d'être cassée, jusqu'à l'école de théâtre à Loubendine. Ce qui fait une superficie de 20 hectares, 9135 mètres carrés, répartis sur 322 parcelles environ et sur 26 lots. Donc, le DG Simo, qui est une agence du cadre de vie, a dit que l'État va remorceler les parcelles. C'est-à-dire que les parcelles de 300 mètres carrés vont devenir 500 000 mètres carrés. Ils ont donné des exemples de 500 à 1000 mètres carrés et va les revendre à des investisseurs ou on ne sait pas, qui vont construire des maisons suivant un certain nombre de normes d'urbanisme, c'est-à-dire des maisons un peu comme les villas Sensad là, tu vois, qui se ressemblent un peu là. C'est-à-dire que c'est des maisons où on va te dire, bon, il faut tel tôle, il faut tel truc, en fait. Et laisse-moi te dire que nos compatriotes béninois d'ici et d'ailleurs ont même dit au ministre Tonato, qui est le ministre de tutelle de la CIMO, qu'ils sont prêts à respecter les règles du PLU, c'est-à-dire du plan local d'urbanisme qu'on va leur imposer. Si vous voulez que tous les tuiles ou toutes les toiles sont vertes, ça le sera. Ça le sera. Mais l'objectif de la CIMO, en termes clairs, c'est de reprendre les parcelles chez des Béninois qui ont travaillé dur durant toute une vie et qui ont acheté ces parcelles suivant des autorisations d'un décret ministériel. Des gens comme M. Sonagnon, M. Béranger, qui ont déjà construit leur maison et ils vivent avec leur famille, on va les dégager, pour ne pas dire déguerpir, comme des malpropres, comme des esclaves. Et puis on viendra installer sur leurs parcelles qu'ils ont payé et payer des droits à l'ANDF et aux impôts là-dessus et les revendre pour que d'autres personnes puissent installer leur villa avec leur famille. Et moi, j'ai dit, je suis un enfant de Béangin, je suis un enfant de Tofa, je suis un enfant de Biogera. Et moi, c'est quand Tomi Tomé. Et moi, c'est quand Zéaïk Basson,
Tovi mi ton lesi. De ho. We a holu doa ke deme. Bona do mi na zena mede vo na wa jan si an bona gba ho do a igbalonji. Nye se pon, mo ma vo mon pon. Voilà un peu ce qui se passe. D'accord. Monsieur Ignace Wessou, on vous a vu, on a vu une vidéo de vous qui a été sur les réseaux où vous avez dénoncé donc le déguerpissement, la casse de votre bâtisse, de ce que vous avez commencé par construire. Dites-nous, Monsieur Wessou, est-ce que vous avez été approché, on vous a demandé, enfin, on vous a fait des propositions de dédommagement que vous avez refusées? Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune proposition de dédommagement. Et pourtant, ils avaient tous mon dossier, le projet de résidence de vacances que j'ai distribué dans tous les services. Ils savaient. Lors du dédommagement, ils m'ont déjà pris d'ailleurs 1700 mètres carrés pour la route. Jusqu'à ce jour, depuis 2018, jusqu'à ce jour, pas un franc de dédommagement, rien. J'ai attaqué l'État béninois au tribunal. Figurez-vous, c'est des renvois sur renvois sur renvois sur renvois. Ils ne viennent même pas au tribunal. Donc, à ce jour, rien. Et pourtant, au bout de ce projet, il y avait des créations d'emplois. J'ai prévu 40 emplois minimum. Ma clientèle était déjà ciblée. C'était les comités d'entreprise françaises, australiennes, anglaises et même de la Belgique. Donc, tout était déjà bouclé. Même l'équipage Air France était déjà au courant pour me faire des prix exceptionnels. Tout ça, aujourd'hui, c'est réduit à néant. Nous, on n'est rien. On va prendre nos parcelles, nos domaines et donner à d'autres. Mais nous, on est béninois. Je suis franco-béninois. Mais on ne compte pas. J'ai tout fait. Je suis arrivé à Cotonou depuis bientôt 15 mois. J'ai laissé ma famille et je suis venu pour 1 mois. Je suis dans le 15e mois parce qu'on attendait mon départ pour casser mon domaine qui était bien avancé. Bâtiment de 500 mètres carrés au sol, piscine de 25 mètres de long, de 8, des bungalows, tout ça, c'est parti en poussière. Et pourtant, je suis béninois. Je me pose la question aujourd'hui si je le suis toujours. Je me pose la question. Voilà. Donc, nos frères qui sont frappés aujourd'hui, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on t'avertit du jour au lendemain pour dire on casse chez toi. Ça se soucier de là où tu vas dormir. Ça se soucier, moi j'ai réalisé, j'avais des chiens, un gardien, il dit mais où est-ce qu'ils vont aller? J'attendais qu'on me fasse des propositions. Je suis allé et on m'a fait comprendre que mon cas est compliqué. Parce que sans doute, je suis déjà au tribunal. Parce que ça a été dit clairement que j'avais un titre foncier. Donc, c'est compliqué. Moi, j'étais prêt. Je leur ai dit que moi, je suis prêt au dialogue. Si on veut dialoguer, je suis prêt. Mais si on veut venir par la force, je les attends. Et ils sont venus par la force. Voilà là où on en est aujourd'hui. L'histoire des dédommagements, je n'ai jamais rien reçu, ni un certificat d'accessibilité. En matière judiciaire, normalement, je dois avoir un certificat d'accessibilité. Je n'ai jamais eu le certificat d'accessibilité. Et pourtant, on est venu casser. À ce jour, rien. On me propose rien. Donc, j'attends un dédommagement. Voilà. C'est ça le Bénin. Vous attendez toujours, vous espérez le dédommagement, c'est ça? Vous espérez toujours un dédommagement qui va venir, c'est possible?
Mon frère, j'attends toujours le dédommagement parce que c'est mon bien. Ils l'ont cassé et ceux qui l'ont cassé doivent réparer. Obligatoirement. Ils doivent le réparer. Le dédommagement, dans la procédure normale, le dédommagement vient après la casse ou bien avant la casse? Le dédommagement, c'est avant la casse. C'est avant la casse. Juste et préalable, dédommagement. Mais je crois qu'aujourd'hui, les lois ont changé sans doute. Je ne sais pas. Mais à ma connaissance, tout comme vous, il y a M. Agbogba qui a été également victime donc, de cette expropriation de la casse. Et dans une vidéo qu'il a postée, il déclare n'avoir pas été dédommagé, qu'on ne lui a rien proposé. Mais les autorités sont montées au créneau pour dire que c'était du dilatoire, que M. Agbogba faisait plutôt de la résistance. Est-ce que c'est juste que lorsque vous refusez peut-être les 5 000 francs qui vous ont été proposés, vous faites de la résistance? Ce qu'ils attendaient de ma part, la résistance pour aller par la force, c'était un détachement militaire, cagoulé, tout ça qui soit arrivé. Mais moi, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi parce que j'ai fini par me dire qu'avec ceux-là, quand il y a un fou qui court, il ne faut pas courir après le fou, sinon tu deviendras fou. Voilà. Donc, moi, je les ai laissés faire. Mais monsieur Agbogba, on était tout le temps ensemble. Il a résisté. C'est ça qui lui a sauvé la vie. Parce qu'il était déjà mort avant leur arrivée. Il ne tenait plus. J'ai averti le commissaire qui était venu me voir qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas grave. Mais j'ai un frère à côté. S'ils ne savent pas faire, ils vont prendre son cadavre. Je suis direct, hein, je ne mâche pas les mêmes mots. Et quand je l'ai vu faire résister, j'étais content. Et ça lui a permis d'être là encore aujourd'hui. Merci. Donc, il n'a rien reçu, rien. Monsieur Sonagnon et moi-même, on était ensemble avec monsieur Agbogba. Moi, je les ai accompagnés puisque je n'étais pas convié. Monsieur Agbogba disait, écoute, monsieur Sonagnon, monsieur Wessou, on prendra ce qu'ils vont nous donner. Prenons d'abord ce qu'ils vont nous donner. Et c'est à ceux-là maintenant qu'on dit aujourd'hui qu'il a refusé? Non. C'est ça. Non. C'est ça. Et monsieur Adjovi de Sonagnon, voilà, votre réalisation a été rasée, a été cassée. Et quel sentiment vous anime de voir ce que vous avez pris vos mains pour construire pendant des années, toutes vos économies, on casse tout aujourd'hui au motif que on va revendre non pas votre bâtisse, mais le terrain, le lopin de terre, on va revendre ça à quelqu'un d'autre qui va construire aux normes indiquées. Quel est le sentiment qui vous anime? Je vous remercie d'avoir initié cet entretien. Que le bon Dieu les encourage. Qu'ils continuent. Il y avait eu des gouvernements dans ce pays. L'expropriation n'a pas commencé par l'arrivée de ce régime. Mais quand on veut exproprier, on prend un acte d'expropriation. Et l'acte d'expropriation contient tout ce qui sera réalisé dans cette zone déclarée d'utilité publique. Je défie le gouvernement et son patron à la tête de me prouver l'acte d'expropriation. Ils ne peuvent pas. Maintenant, en second temps, on veut nous prendre les terrains et proposer à d'autres. Il y a déjà des gens, des ministres de ce pays, le Bénin dans lequel nous sommes, mais qui sont allés à Abidjan proposer nos terrains.
à des hommes d'affaires ivoiriens pour dire, bon, voilà, il y a des terrains dans la zone 4 de Togben, vous voyez, on veut faire la zone comme Assini, venez acheter. Ah bon? Ah oui, ils savent. Donc, vous voulez dire que ce qu'on vous arrache, il y en a qui sont déjà allés proposer ça, ils sont allés vendre ça, même Ils jusqu'à le l'étranger. savent. Bel et bien. Maintenant, dans tout ça, nous avions écrit plusieurs fois, proposez-nous les plans que vous comptez faire ou les plans que vous souhaitez. Aucune structure de cet État béninois n'a répondu à nos courriers. Est-ce qu'un privé, en quoi un privé va se mêler de l'expropriation? Dites-nous. Et que c'est SIMO, la société immobilière d'aménagement urbain créée, qui se dit oui, ben, que c'est lui qui a eu le marché et lui, c'est SIMO qui veut travailler dans la zone. Maintenant, son directeur, son Excellence, Monsieur Oussou Achille, dit qu'ils vont prendre le terrain morcelé, c'est-à-dire faire un nouveau lotissement avec les superficies de 1000, 1200, 2000, 2250 mètres carrés, et ceux qui vont acquérir ces terrains auront un plan à respecter. Qui sont ceux-là? Nous sommes béninois ou nous ne sommes pas. Allons-nous avoir encore le courage d'investir 1 franc au Bénin ici, ou allons-nous avoir le courage de faire venir des amis ou encourager les amis de venir investir ici? Déjà, qu'on décourage, on réduit une vie. C'est pas une vie, la vie de toute une famille. On détruit. Moi, j'ai acheté pour 1300 mètres carrés. J'ai construit sur plus de 800 mètres carrés. Au bord de la route, en angle de rue, à l'arrière aussi, en angle de rue. Mais je vous dis, personne n'est venu évaluer chez moi. Personne, vous n'avez fait l'objet d'aucune évaluation. Je dis personne. Celui qui vient, celui qui est venu n'a qu'à me dire le jour et l'heure à laquelle il est venu, qui l'a vu, qui lui a déchargé, qui lui a autorisé d'entrer dans les locaux. Je suis de Togben, je suis natif, je suis là 7 jours sur 7, 365 jours sur l'année. Je suis à Togben. Donc, il n'y a pas ce jour qu'on pourra me dire, oui, on était venu tel jour, là, on t'a manqué. Non. Même si vous-même, vous devriez faire une évaluation de votre bâtisse, de votre immeuble, et de tout ce que vous avez dépensé depuis l'achat jusqu'à aujourd'hui, on peut évaluer ça raisonnablement à quel... À la date d'aujourd'hui, je vais vous dire, rien que pour les 2 terrains là, à sa position et sa superficie, même 150 millions, je ne le prends pas. Les 2 terrains nus. Et si je ne prendrai pas. Si on devait considérer... Maintenant, pour le bâtiment. Si on devait... Voilà, allez-y. Pour le bâtiment, l'investissement part au-delà de 70 millions. J'ai des fosses, puisque j'ai fait de grandes semelles, les semelles d'1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre. Puisque je me suis dit, je suis au bord de la route, quelles que soient les secousses des gros camions, le bâtiment doit tenir. La profondeur de la fondation fait au minimum 2 mètres. Les ciments utilisés sont les 42,5 sur commande. J'amènerai 35 tonnes, 25 tonnes, 35 tonnes. On décide,
après, je prends le terrain, morceler, revendre à quelqu'un d'autre, même si je suis en location et que je paye une caution à mon propriétaire et qu'il me donne de préavis, il doit pouvoir me payer. Il doit pouvoir me payer la caution versée. Et maintenant, et là, à partir du jour où il me paye la caution, je sais que oui, tel jour, maintenant, j'ai tel nombre de jours pour libérer. Je peux aller plus tôt. Monsieur Adjovi, si on devait considérer le barème proposé par donc, le pouvoir en place, c'est-à-dire les 5 000 au mètre carré, ça veut dire qu'on vous aurait proposé combien au final? À peine 4 millions et quelques. Pardon? À peine 4 millions et quelques. Attendez, je vais calculer tout de suite. C'est 5 000 francs fois 800 et quelques mètres. Mais c'est rien du tout. Maintenant, laissez-moi vous dire encore. Le plan caché qu'ils n'ont pas pu dévoiler à tous ces propriétaires, je vous le présente. Ça s'est plié un peu. C'est ceci. Attendez, je vais essayer de zoomer sur votre écran, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Vous le voyez? Oui. Ça sort un peu? Oui, ça sort. Ça parle de quoi exactement, ce document? Voilà. Maintenant, regardez-moi cette date et le titre. Regardez bien. Attendez que je me mette un peu à l'extérieur. Vous lisez? Vous arrivez à lire? Oui. 21 août 2012. Vous voyez? Oui. Pour ce jeu, dont peut-être les autorités ne sont pas au courant, ils ne veulent pas payer le prix des terrains. Raison pour laquelle on s'en va monter ce faux dossier, ce faux document. Le titre, je vais vous le lire. Godomé, le 21 août 2012, à Monsieur le Premier ministre, président de la Commission nationale de pilotage et de suivi du projet de la route de pêche. 21 août 2012, y avait-il un Premier ministre? Allez chercher. 21 août 2012, y avait-il le président de la Commission nationale du pilotage du projet de la route de pêche? Le lotissement, le recasement battait plein ses ailes sur la route de pêche. Attends. Maintenant, on sort ceci pour dire bon, qu'il y a les popos, il y a je vais dire, une famille, les collectivités à Wangbo et Kadia. De quoi à Djekin qui réclament 488 hectares, 0,5 à 78 centiyards de Fidrocet jusqu'à Blekété. Donc, on monte notre plan, ne cherchant pas à payer les propriétaires. On monte ce faux dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui n'a déchargé, qui n'a reçu. Quand on écrit au premier ministre qui n'existait pas en 2012, il doit avoir une décharge. Si c'était envoyé au président de la Commission nationale de suivi de projet, il doit avoir des décharges. Mais l'ANDF, la commission d'expropriation de l'ANDF, qui se trouve à Fidrocet, prend ce dossier, prend ce papier et disent qu'ils ne veulent pas payer les propriétaires, qu'ils ne veulent pas payer le foncier.
Et ils acceptent. Romaric, Romaric Bokor, et on peut évaluer à combien de Béninois qui sont impactés par cette expropriation sur cette zone-là exactement? Environ combien? Attends, je vais remettre ton micro. Il y a environ 300 et quelques parcelles. 300 et quelques Donc, parcelles. il y a d'autres qui ont, oui, il y a d'autres qui ont quand même 2, 3 parcelles. Je pense qu'ils doivent au moins 200. Au moins 200 ou voire 250. Et je constate que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont de la diaspora, hein, qui sont à l'extérieur. Certains sont au pays. 70% sont de la diaspora. 70% sont de la diaspora. En termes de pourcentage, oui. En termes de pourcentage. Et docteur Aruko, vous êtes en France. J'aimerais ajouter quelque chose si c'est. Permettez-moi d'en finir. D'accord, monsieur Adjovi, allez-y très rapidement. Maintenant, vous voyez, dans tout ça, aucune procédure n'est respectée pour ce fameux projet appelé, je sais même pas. Et on nomme la zone de la promotion immobilière, Togmeadunko. Et on affiche les plans de morcellement, on met les maquettes de villas. Où se trouve l'État central dans tout ce dossier? Mais M. Adjovi, quand vous demandez où se trouve l'État central dans ce dossier, il y a le ministre de l'Urbanisme, le ministère de l'Urbanisme qui chapeaute tout ça, n'est-ce pas? Mais il a une fois reçu les concernés, a-t-il fait des propositions aux concernés? A-t-il échangé proprement avec les concernés ou dit non, cette zone, voilà les standings qu'on fera. Celui qui n'a pas 2 parcelles, celui qui n'a pas 3 parcelles ne pourra pas. Celui qui n'a pas 200 millions cash ne pourra pas. Rien n'est proposé, mais l'idée, c'est de prendre. Ils ont dit le 10 février 2023 au ministère des Affaires étrangères, le DG de CIMO a dit clairement, en présence du ministre de Cadevi, le ministre de la Culture, le préfet de l'Atlantique, le préfet de Littoral, les CA, plusieurs CA, qu'il y a des parcelles de côté sud et des parcelles de côté nord. Et l'objectif, c'est de morceler les terrains et vendre. On va écouter d'ailleurs ce qu'il a dit. Sera également réparti en des terrains, des parcelles de dimension 2000, 1200 mètres carrés, comme cela a été indiqué. Et l'objectif donc de ces lotissements, lorsqu'on aurait fini, nous allons procéder à la cession de ces terrains-là, avec un règlement d'urbanisme clair pour permettre à ceux qui vont acquérir ces terrains de les mettre en valeur suivant des conditions données. Donc c'est ce qui va se faire de ce côté-là. Vraiment, je regarde ça, j'en perds mon latin. Monsieur Adjovi, on va revenir vers vous dans un instant. Hein. Je vais demander à monsieur Aruko, c'est ceux qui n'ont pas encore eu la parole. Et docteur Aruko, vous êtes en France. Hein. On vient de suivre cette autorité, enfin, ce responsable de peut-être de la CIMO, je ne sais pas qui il est exactement. Le DG de CIMO. DG de CIMO, voilà, qui dit qu'on va donc à vous arracher, à vous autres qui avez déjà acheté, vous avez le titre foncier, beaucoup parmi vous ont le titre foncier, on va vous arracher vos maisons, on va tout raser. Et on va remettre ça sur le marché pour vendre à des gens qui vont l'acheter selon un certain nombre de conditions. Est-ce que c'est quand même pas mal dit ou mal placé? Normalement, pour l'expropriation, un endroit, une zone qui est déclarée d'intérêt public, on va penser peut-être, enfin pour moi, un simple citoyen, je vais penser que l'État a envie de construire un hôpital, l'État a envie de construire un grand marché hein, aux normes internationales, ou un stade, hein, ou n'importe quel autre projet
peut-être pas pour le tourisme, mais entendre des responsables dire qu'on va arracher à d'autres citoyens leur parcelle pour certains, leur immeuble pour d'autres, de tout raser et de remettre ça sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que d'abord, on va vous remercier pour l'émission. Quelqu'un comme moi, c'est l'immeuble hein, qui était quasiment achevé, que je voulais juste finir et qui a été détruit le 22 février. Pardon. Je crois que beaucoup ne me connaissent pas forcément. Je suis l'un des malheureux aussi de cette situation. Tout le monde nous sommes malheureux. Moi, je suis handicapé, je suis médecin, mais je suis fauteuil roulant depuis 1996, à la suite d'un accident que j'ai eu au Bénin, parce que je suis tout le temps entre le Bénin, mon pays, où je pense pouvoir apporter ce que je connais, ce que je sais, et la France. Bon. Ce que j'ai cru comprendre, en dernier ressort, en tout cas les derniers jours, notamment le 22 février, quand tout le monde était à la casse, il me semblerait qu'il y ait l'implication du département, donc du préfet qui était au courant. Hein. Il y a également, lorsqu'on regarde tout ce dossier, il y a également l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est une structure étatique. Il y a le ministère du cadre de vie, qui est aussi impliqué et qui est peut-être la cheville ouvrière de ce dossier. Il y a des mots qui circulent que je ne sais pas comprendre, c'est l'expropriation, c'est l'indemnisation, parce que je pense que je suis comme les autres, aucun de nous n'a été approché pour recevoir une proposition quelle qu'elle soit. Et ce que moi je regrette dans tout ça, c'est le flou qui entoure ce dossier. C'est le flou. En fait, on ne sait pas qui fait quoi dans ce dossier. On ne sait pas si... Je vous dis, les structures que je viens de citer sont les structures de l'État. Que pouvons-nous, en tant que citoyens, contre la décision de l'État? L'État, c'est raison de dire qu'il déclare cette zone d'utilité publique. Encore faudrait-il que nous, en tant que citoyens, on comprenne ce qui se passe. Et je crois que le devoir de l'État, c'est de nous expliquer. C'est pas très compliqué, hein. Messieurs ou mesdames, voilà la situation. Cette zone est désormais déclarée d'utilité publique. Vous allez être indemnisés. Voilà le décret. Voilà les tests d'expropriation. Et on y va. Je pense qu'aucun de nous, autant que nous sommes à l'extérieur comme à l'intérieur du Bénin, aucun de nous n'est contre le développement de notre pays. Personne. Par contre, je vous dis, ce qui inquiète, c'est le flou qu'il y a autour de ce dossier. Et chaque fois qu'il y a du flou, on dit qu'il y a un loup. Absolument, absolument. Et Romaric Bokor disait tout à l'heure qu'il devait y avoir environ 200 à 300 expropriés sur donc, cette zone. Est-ce que le fait aujourd'hui que le pouvoir y aille par la force n'est pas dû au fait que certains parmi vous sont rapidement partis percevoir leur indemnisation? Parce que c'est sûr que certains sont heureux quand même de prendre les 5 000 francs au mètre carré, certains qui n'ont peut-être pas fait des investissements. Et lorsque dans un projet, dans un processus de la sorte, certains vont déjà récupérer leur indemnisation et que d'autres font de la résistance comme l'estime le pouvoir exécutif, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été suffisamment soudés? C'est une zone où, comme je l'ai dit, c'est une zone où ils doivent normalement séparer en deux en ce qui concerne les dédommagements, si éventuellement les gens acceptent d'être dédommagés. Parce qu'ils sont libres hein, d'accepter d'être dédommagés et d'aller au tribunal du droit commun. Je te dis à l'heure d'aujourd'hui que ceux qui ont acheté peut-être leur parcelle en 2003, en 2005, en 2006, quand toute la zone était déclarée d'utilité publique. Parce que c'est une zone qui est déclarée d'utilité publique depuis Filleyon 1, c'est-à-dire depuis Carrefour Friosela, jusqu'à Ouida, depuis le gouvernement du feu Mathieu Kérékou. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, s'il y a des gens qui ont acheté leur parcelle entre-temps à 1 million, à 2 millions, et qu'aujourd'hui, l'État leur propose 3 millions, je pense que certains peuvent accepter.
Mais à ma connaissance, dans le groupe des 20 hectares, c'est-à-dire ceux qui ont acheté leur parcelle après le décret et qui n'avaient aucune connaissance qu'une zone a été déclassée, classée, non. Ce sont des gens qui sont allés acheter après que le DG de l'ANDF ait pu passer à la télé pour leur dire cette zone n'est pas dedans. Mais écoutez, si tu veux acheter une parcelle, tu vas voir le notaire ou le maire pour savoir de quoi il s'agit dans la parcelle, sur la parcelle. En fait, les gens ont eu l'assurance que cette zone n'était pas concernée. Et ont bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils ont, moi j'ai vu des conventions de 45 millions. Des conventions notariales de 45 millions. Il y en a qui ont acheté des parcelles de 500 mètres carrés là, à une semaine avant le décret du 17 novembre 2021 à 45 millions. Je parle de Adjoignon de c'est deux frères. On va suivre un élément. On va suivre un élément et puis on va revenir. Et puis j'espère que j'estime qu'il y a certains qui n'ont pas encore eu la parole. Laisse-moi, si tu peux me laisser finir rapidement 30 secondes, bon, je te laisse. Oui, mais vas-y rapidement. Ok. Donc tu vois, et j'ai discuté avec le responsable de ceux qui ont été expropriés, qui s'appelle M. Betty, sur le domaine qui a servi aujourd'hui à abriter la route des pêches. Je te dis, à l'heure où je te parle, ceux dont les parcelles ont servi à abriter la route des pêches depuis le carrefour Friosella, ils ne sont pas encore indemnisés jusqu'aujourd'hui. Je t'informe aussi que là où la parcelle devait, là où la route devait passer, parce qu'ils ont changé après, je ne sais pas si tu es au courant, ceux qui sont dans ce domaine-là aussi ne sont pas encore indemnisés. Je peux te donner le contact du président des sinistrés, ils ne sont pas encore indemnisés. Ce qu'on a vu, et c'est l'argument que présente souvent le porte-parole du gouvernement, c'est qu'on a vu quelques personnes qui sont à Duncan ou qui sont ceux dont les enfants n'avaient pas, ceux dont les parents n'avaient pas vendu et ils ont hérité. Et laisse-moi te dire qu'ils ont hérité dans les années 90. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je te dis et je te confirme à l'heure d'aujourd'hui que tous ceux qui sont dans la zone des 20 hectares ne sont pas encore indemnisés. Maintenant, le porte-parole du gouvernement a fait sortir un communiqué aujourd'hui que je viens juste de te faire partager sur ton WhatsApp. Il dit ceci, qu'il n'y a pas de poids, de mesure, ce qui est complètement faux. Parce que c'est pour ça que la fois dernière, j'ai fait un post. Oui. Et j'ai demandé à ce qu'il sorte sa convention, son acte de propriété. Si sur son acte de propriété, il est mentionné qu'il a payé avant le 29 avril 2020, alors lui-même, il a payé dans l'illégalité. Parce que je te répète, toute cette zone, avant le 29 avril 2020, était sous l'emprise du projet de développement touristique zone des pêches, c'est-à-dire déclaré d'utilité publique. Est-ce que tu me suis? C'est très délicat l'explication que je suis en train de donner. Donc, c'est le président Patrice Talon qui a dégelé cela et qui a permis aux gens d'aller faire leur papier. Mais en dégelant cela jusqu'à un certain niveau, après, ils redéfinissent le propriété et le périmètre. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi c'est juste après le porte-parole qu'on reprend encore? Mais soit vous laissez tout le monde, soit vous reprenez tout le monde. C'est pour ça que je parle de politique de deux poids, deux mesures. Donc, soit vous rasez tout le monde. Il y a deux poids, deux mesures. Bien sûr. Certains sont privilégiés dans ce processus. Bien sûr. Bien sûr. Et on pourrait même dire qu'il y a un délit d'initié ou un conflit d'intérêts. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à la limite de la zone 3? Mais oui, je suis libre de poser cette question. Pourquoi? Mais donnez-moi un argument. Je peux dire que c'est parce que les Rumbénis sont là. Je peux dire. Mais lorsque vous
Mais nous sommes tous des Béninois. Vous ne pouvez pas privilégier certaines personnes et traiter les autres comme s'ils sont des esclaves. C'est impossible. Et Romaric Bokor, tu as l'assurance de ce que tu avances là comme information? Ah, Mao, tu me connais depuis combien d'années? Je te connais depuis longtemps et je sais que tu t'es toujours battu dans ce dossier. Je suis un scientifique. Cela t'a Je suis un déjà scientifique. Je vais donner quelques mots. Attends, je suis un scientifique. Ngoumbedi a acheté ça chez mon grand-papa. Là où il habite là. Il a acheté ça chez mon grand-père. À Togbela. Donc, ce n'est pas qu'on dit de bêtises. Donc, il est à Togben aussi. Il a acheté à Togben, mais il n'est pas cassé. Il n'est pas menacé. Le porte-parole, Wilfried Léandre Ngoumbedi, a acheté chez mon grand-père. Et vous avez l'assurance que la parcelle là où il a acheté est dans la zone qui est déclarée, qui a exproprié? Non, en fait, là où il habite, tu n'as pas compris. Laisse-moi finir. Laissons M. Adjové terminer peut-être et tu vas reprendre. Bon, je pense qu'il a... Là où il habite, il a acheté ça chez mon grand-père. Mon grand-père vit encore là, à Dando-Kossi, Bernard. Il fut le magasinier de CBRST. Donc, là où il habite, c'est juste non loin de l'hôpital là, l'hôpital militaire là, qui sont en train de construire. Tout là, puisque dans le temps, l'emprise balayait tout là. Même jusqu'au niveau de Atlantic Beach, tout. D'accord. Et oui, Romaric. Oui, de toute façon, quand moi j'allais dans la zone, il était là. Et c'était avant 2020. Donc, je te confirme. Et il faudrait qu'on lui pose la question. Est-ce que quand il a acheté sa parcelle, est-ce que la zone n'était pas encore sous l'emprise d'utilité publique? Et je te réponds ici, oui. Maintenant, pourquoi, lorsque le président nous a dégelé jusqu'à un certain niveau, il a dégelé tout le monde, déclassé tout le monde jusqu'à un certain niveau. Moi, je ne savais même pas, moi personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait, c'est au cours de mes recherches que j'ai su que la zone était gelée d'utilité publique. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Le 17 novembre 2021, lorsque le gouvernement décide de reprendre une portion de ce qu'il avait dégelé, dis-moi pourquoi on a épargné les Léandre Ngoumbedi. Moi, c'est la réponse que je veux qu'on me donne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de la limite. Hein. Il n'est pas loin de la limite. Il n'est pas loin de la limite. Il peut ne pas être dans la limite. Non, il n'est pas dans la zone qui a été remise. Je te dis, il n'est pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vois. C'est comme si Yedioulayi, jusqu'à Porte-Novo. Dans la décision, déjà, certains ont été favorisés. Bien sûr, certains ont été favorisés. Parce qu'ils ont donné comme argument qu'il n'y a pas assez d'habitation dans la zone qu'ils ont prise. Mais dans la zone là qu'ils ont laissée là, il n'y a pas, c'est pareil. Le quota était pareil. Donc, moi, je dis, vous avez déclassé toute une zone. Les gens ont fait des acquisitions après. Soit vous cassez tout le monde, soit vous laissez tout le monde. Maintenant, si l'État a réellement besoin, l'expropriation, il est de droit. C'est dans la loi. Si l'État a réellement besoin de cette partie, l'État doit prendre en considération le fait qu'il y a des citoyens qui sont venus payer après le 20 avril. Parce que dans leur argumentaire, tu sais ce qu'ils disent? De toute façon, c'était dans la zone d'utilité publique et que c'est Patrice Talon qui a dégelé. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui n'avaient aucune information préalable que la zone était d'utilité publique, mais qui ont payé après le 29 avril 2020 avec les prix de marché. Donc, ils n'en ont rien à foutre si Patrice Talon a dégelé une zone ou pas. Ils ont payé des parcelles
en suivant la loi et en toute légalité. Et ils ont payé. Maintenant, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ceux qui ont payé en 2003 dans l'illégalité, vous voulez les indemniser au même montant que ceux qui ont payé en 2020, en 2021. D'accord. Je dis non. On va suivre ce reportage rapidement et quand on va revenir, on va faire intervenir Marc qui n'a pas encore parlé et peut-être quelqu'un d'autre qui n'est pas intervenu depuis. Nous sommes victimes, soi-disant, d'une expropriation, mais sans documents, sans indemnité, sans rien du tout. Tout a été rasé. Les autorités de ce pays ont pourtant dégelé la zone où nous avons acheté en avril 2020. Donc la diaspora s'est précipitée pour acheter des terrains en vue d'un retour au pays éventuel et nous en sommes là quelques mois plus tard, en février 2021, pardon, le gouvernement a changé d'avis et déclaré la zone d'utilité publique, d'où une expropriation. Le souci, c'est que personne n'a été prévenu, c'est que personne n'a été indemnisé et que, nous en sommes là. C'est pourquoi nous intervenons aujourd'hui pour faire valoir nos droits. Je pense que la diaspora, ce n'est pas un bon exemple pour le Bénin. Un gouvernement qui dit blanc le 20 avril 2020 pour dire noir au mois de février 2021, ce n'est pas un gouvernement fiable. Et la diaspora va se poser des questions sur le retour au pays et la fiabilité de ces possibilités. Vous êtes au courant du prix du mètre carré qu'ils nous ont suggéré? On parle de la zone 4 de Totba. Donc une zone, accès mer, sur la route des pêches, etc. L'indemnisation était de l'ordre de 5 000 et quelques francs le mètre carré. Vous imaginez, c'est comme si c'était en brousse. C'est le même tarif que si c'était dans la brousse. Comprenez-vous? Et c'est évidemment pas du tout en rapport avec les prix qui ont été vendus, que nous avons achetés. Mais l'état des lieux, c'est que c'est en friche, c'est que ce sont des terrains vides, même les arbres, les magnifiques arbres, ils les ont abattus. Il n'y a plus rien. C'est un désert. Alors en attente, semble-t-il, d'un remorcellement, d'une viabilisation par un promoteur X ou Y, en vue de revendre à d'autres personnalités. Je dis bien personnalités. C'est une désolation. C'est une désolation. Et pour un pays qui se veut une république de droit, je crois que c'est une situation qui bafoue totalement les droits des citoyens. Et c'est triste. C'est triste pour notre pays. Des gens qui ont investi toute leur vie dans cette zone, nous avons vu des images. Au-delà de ceux qui ont perdu de grandes bâtisses, nous avons de simples Béninois également, qui n'ont pas grands moyens, mais qui se sont installés dans cette zone, qui ont perdu l'investissement de leur vie, qui se trouvent où, dans quelle situation aujourd'hui, qui s'en préoccupe, je ne sais pas. Nous avons tous vu dans des éléments vidéo le directeur de CIMO, M. Oussou, qui disait que la zone sera redimensionnée et revendue. Revendue certainement à des citoyens plus nantis, revendue peut-être également à des étrangers. Et voilà la situation, c'est triste. Où est la justice? Où est la justice? Où est la justice?
En dehors de ça, ma préoccupation fondamentale également serait de savoir, de demander au pouvoir public, CIMO, c'est qui? C'est une société d'État? C'est une société publique? C'est une société parapublique? C'est une société privée? C'est qui? Pour que ce soit CIMO qui reprenne des terres, qui arrache des terres à des citoyens béninois pour redimensionner et revendre. C'est CIMO qui nous redonne les objectifs. Que les Béninois essayent de nous dire, de chercher à savoir CIMO appartient à qui. Et on saura tout le nœud de cette situation de Tobin 4. On n'a pas été dédommagé. On n'a pas été dédommagé. On parle de dédommagement, nous on n'a pas été dédommagés. On parle de 5 000 francs au mètre carré. 5 000 francs au mètre carré, ça veut dire que si tu as une parcelle de 500 mètres carrés, ça te fait 5 000 francs fois 500 mètres carrés. Ça nous donne quoi? Dans cette zone qui est au bord de la plage, 5 000 francs fois 500 mètres carrés, ça correspond à quoi? Alors que nous savons tous la valeur des terres à Tobin. Voilà, donc, Vital, donne-moi 30 secondes, et ça correspond un peu à ce que je disais. Donc, j'allais juste finir là-dessus en 30 secondes. Je peux y aller? Oui, vas-y, très 30 rapidement, secondes. parce qu'il y a Marc, Oui. Marcy qui n'ont pas 30 secondes, qui n'ont 30 pas pris secondes. la parole. Madame, juste pour rebondir sur ce qu'on disait, tu vois, les deux dames-là, elles ont payé après le 29 avril 2020. Donc, c'est-à-dire, elles n'avaient aucune information par rapport à ce que c'est dégelé, c'est déclassé. Non. Elles ont payé au prix du marché en 2020 et en 2021. Les deux là, ils ont payé en 2021. La première, c'est une retraitée qui a épousé un Béninois et ils sont rentrés ensemble pour construire leur maison et passer leur retraite. La deuxième, c'est une cadre qui a fait un prêt sur 30 ans. Elle est en train de payer des mensualités tous les mois alors qu'elle ne jouit pas de ces biens. Et je te dis que ce sont ces deux-là, moi j'ai vu leur convention notariale, c'est des parcelles à plus de 40 millions seuls, sans compter ce que le géomètre, l'architecte et leur investissement sur place. Donc moi je te dis que ce qui est là, c'est grave. Donc c'était juste pour rebondir sur ça. Merci beaucoup. Merci Romaric. On va maintenant relancer Marcy qui n'est pas intervenu depuis. Alors Marcy, vous avez suivi donc ce reportage de Bénin Reporter. Voilà des interrogations. Cette pauvre dame qui est intervenue à la fin a des interrogations. Je suppose que vous avez les mêmes. Où est la justice, se demande-t-elle? Et CIMO, c'est qui? Qui est CIMO? C'est qui? Se demande-t-elle? Je suppose que vous avez les mêmes interrogations. Allô, merci. Et Marc? Je crois que c'est les deux qui ne sont pas intervenus depuis. Marc? Marcy? Oui. Je ne sais pas si c'est Marcy qui est encore Marc. Hein. Non, c'est Marcy, c'est une autre personne. Je ne sais pas si Marcy... une autre personne. Voilà, donc Marcy, je crois malheureusement, il essaie de se connecter, ça ne marche pas. On va donc aller, voilà, Marcy. Est-ce qu'il nous entend? Alors, on va relancer Marc. Donc, allez-y, Marc. Ok, merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier déjà pour cette émission. Je pense que... tout est dit. Oh my God. Allô, vous entendez? Votre appareil est déchargé. Oh. C'est pas grave. On va, dès que vous allez brancher, vous allez revenir dans un instant. On pourra toujours vous prendre. La question que je m'en vais vous poser maintenant à M. Ignace Ouessou et à tous les autres, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui dans votre situation, M. Ouessou? J'essaie de vous... Votre micro est désactivé. Monsieur Ouessou, il me semble que votre micro est désactivé. Le micro est arrivé. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, ce que nous allons faire aujourd'hui, on n'en sait rien. Moi, j'attends pour rentrer.
J'ai laissé ma famille depuis 15 mois. On ne me dit rien. Maintenant, ils sont arrivés à leur fin, casser ma résidence. Moi, on m'a dit que mon cas était compliqué. J'espère que maintenant, comme ils ont cassé la résidence, le cas ne sera plus compliqué. Ils vont me payer. Ils vont payer. Donc, moi, je n'attends que ça pour entendre ce qu'ils vont dire. Voilà. Parce qu'ils sont là. Ils sont toujours là, hein, de toute façon. Ceux qui ont procédé à tous ces casses sont là. Malheureusement, on n'arrive pas à joindre certaines personnes. Hein? Au dernier moment, les gens qui ont essayé de se rapprocher de nous, ils ont tous disparu. On les appelle, ils ne décrochent plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pressions, des gens ont peur parmi vous, certains même qui sont victimes parmi vous, ont peur de s'afficher publiquement comme vous avez eu le courage de le faire? Ah, ben évidemment, évidemment. Moi, j'ai tellement entendu beaucoup de choses, hein, et on me dit, fais attention, ne sors plus, ne fais pas ci. Ben, je dis, mais non. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Mais ceux qui vont essayer vont mourir avant moi. C'est tout. Et j'en suis convaincu. Donc, j'attends les dédommagements. Ils vont payer les dommages. Voilà. Très bien. Et l'intérêt. Voilà. Il y a Marcy qui a pu nous rejoindre. J'ai voulu négocier avec eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré aller par la force. Maintenant, ça y est, ils ont achevé leur œuvre. Maintenant, on est au calcul. J'attends. D'accord. D'accord. On va vous reprendre dans un instant. Merci, voilà, on a pu vous avoir maintenant. Voilà, vous avez suivi tout ce que les autres sur le plateau ont dit jusqu'à maintenant. Vous avez également suivi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Beaucoup de questionnements. Qui est Simo? Où est la justice? Il y a un autre monsieur, il y a un monsieur Wessou encore dedans depuis la France. Ce qui se disait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, vous m'entendez? Oui. Qui est-ce qui parle? C'est Marcy? Oui, c'est Marcy qui parle. Allez-y, Marcy. Je crois que finalement, il a des difficultés de connexion, certainement. Peut-être qu'il va nous rejoindre. Donnons la parole à M. Rousseau Erwan. Oui, M. Rousseau, il nous a rejoint par la suite. Et présentez-vous rapidement à nos amis qui nous suivent. Bonsoir, c'est Wessou Erwan, je suis le fils de Wessou Ignace, donc Togbin à Donko. Donc moi je suis venu, je connais très bien la situation depuis les années 2000. Je suis venu récemment au mois d'octobre. Donc moi ce qui m'interpelle c'est que il n'y a aucun papier, il n'y a aucune décision et à partir du moment où on a un titre foncier, la société qui est venue démolir n'est pas dans le droit de démolir. Donc moi, je suis sur ces points-là uniquement, déjà. Donc, on n'a pas eu de courrier officiel, on n'a rien eu. On a eu des visites de la société sous-traitante qui s'occupe de la route, qui a voulu la jouer à l'amiable. Nous, ce qu'on a demandé, c'est des papiers officiels qu'on n'a pas eu. Donc, voilà, moi, je m'interpelle vraiment sur une société qui agit hors la loi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'agir sur un titre foncier de la sorte. Pourquoi elle le fait? Voilà. Monsieur Ignace Wessou, le jour de la casse de votre immeuble, est-ce que vous étiez présent? J'étais présent du début jusqu'à la fin. Vous avez assisté à la casse de votre immeuble? J'ai assisté à la casse. Parce que tout simplement, ils pensaient tous que j'allais faire du tapage, que j'allais résister. Et il y avait toute une armée qui était là, cagoulée même, des militaires cagoulés. Bon, ben moi, j'ai assisté en rigolant, en les regardant. Voilà, du début jusqu'à la fin. Wow. De tout bousiller. Vous êtes stoïque. Vous êtes vraiment stoïque. Marcy est là. On va essayer de le prendre avant que sa connexion ne le lâche encore. Allô, Vital? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on entend, mais apparemment, le son n'est pas de très bonne qualité, mais on entend quand même. La connexion un peu flottante. On se déconnecte, on se reconnecte, mais c'est pas grave. On va essayer
vite intervenir. Donc, moi, j'interviens en ma qualité de membre du bureau du collectif de la zone 4, puisque nous avons déposé un dossier d'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique depuis le mois de novembre. Nous devrions avoir notre numéro d'enregistrement le 8 décembre, comme eux nous l'ont demandé de passer le 8 décembre. Mais depuis le 8 décembre, malheureusement, nous n'avons plus de nouvelles. Lorsque nous sommes allés pour voir si nous avions été enregistrés, on nous a dit que notre dossier était reporté à 2024. Là encore, depuis janvier, nous nous sommes présentés, on n'a toujours pas de visibilité sur l'effectivité de cet enregistrement. Ceci étant, au vu de la loi, si on peut encore parler en ces termes, nous sommes de fait reconnus comme association constituée dans les règles en bonne et due forme, puisqu'on n'a pas eu comment on appelle ça, de retour du ministère de l'Intérieur qui invaliderait notre dossier. Si on revient sur le cadre de Tamba, je pense que nous sommes aujourd'hui au cœur, comme dit M. Romaric Bokor, d'une affaire où le délit d'initié et l'escroquerie en bande organisée, je dis bien escroquerie en bande organisée, est en train de voir le jour. Parce que lorsqu'on regarde la vidéo de M. Achille Moussou, M. Achille Moussou nous donne en fait toutes les informations. Mais je pense que c'est nous qui avons mal analysé. Il dit dans la vidéo, nous allons remorceler la zone en des parcelles de 1200-2000 m². Arrêtons-nous juste sur cette phrase. Nous allons, nous c'est la CIMO. Il ne dit pas, l'État nous a donné mandat pour remorceler. Il dit, nous, la CIMO, nous allons remorceler la zone en 1200 et 2000 m² et ensuite en faire cession. On ne peut céder que ce qui vous appartient. Je répète, vous ne pouvez vendre que ce qui vous appartient. Si moi, Monsieur Vital, je viens chez vous, je prends le stylo, je vais voir Romaric, je lui vends le stylo, c'est que le stylo m'appartient. J'estime qu'il m'appartient. Si vous vous dites que le stylo ne m'appartient pas, c'est à vous maintenant de prouver par A plus B que ce stylo-là est à vous et que moi, je l'ai volé. Dans la configuration dans laquelle nous sommes, la CIMO dit les terrains nous appartiennent, nous allons les remorceler et les revendre. Donc ça veut dire que l'État, avant même de nous exproprier, a vendu la zone à la CIMO. Parce que le DG, M. Moussou, ne peut pas prendre l'assurance devant des caméras. Ce n'est pas quelque chose qui est encore, c'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse qui s'est passée dans les bureaux de la CIMO. Monsieur Moussou ne peut pas prendre l'assurance de parler face caméra et de dire nous allons faire telle chose si il n'est pas dans son droit. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que la CIMO est Décidément, avec Marcy, il est en plein dans sa présentation et voilà que la connexion le lâche. Voilà, Romaric. Est-ce que vous pouvez me permettre d'intervenir un tout petit peu? Oui, allez-y, docteur Aroko. Allez-y. Je pense que ce n'est pas pour m'inscrire en faux par rapport à tout ce que tout le monde dit. Mais je voudrais que nous restons un peu raison gardée et que sous le coup de l'émotion, nous n'allons pas faire un jugement qui nous dépasse. Moi, je souhaiterais que nous gardions confiance à notre République et à l'État béninois. Que nous soyons, Monsieur Wessou, avec le projet d'école d'hôtellerie, que nous soyons avec l'activité qu'il mène dans l'angle de rue
à Togouin et que nous soyons les uns les autres, autant que nous sommes des citoyens béninois avec pour esprit, avec pour envie le développement de notre pays. Peu importe les manières, peu importe la façon dont nous procédons, ce que nous voulons, c'est que ce pays nous tient à cœur et donc nous y allons. Nous continuons de venir y investir où que nous soyons, ou à Togouin, ou dans nos villages, etc. Et ça, c'est quelque chose déjà que nous pouvons applaudir et nous pouvons féliciter. L'émotion, effectivement, de la destruction de nos biens ne doit pas nous pousser à avoir des jugements qui aillent au-delà de la raison. Qu'est-ce que je veux dire? Là, nous savons que l'État béninois, ou tout État, peu importe où vous soyez dans votre pays, le sol, la terre appartient à l'État. Peut en disposer par voie d'expropriation ou ce qu'on veut. L'État peut aussi sous-traiter des gens, des sociétés. L'exemple de Simo. Simo n'est pas à sa première opération à Cotonou. Je ne suis pas en train de défendre Simo. Je ne connais pas le DG de Simo. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 15 novembre, quand je suis monté difficilement, j'ai eu accès à son immeuble, parce qu'il y a des escaliers que moi je suis handicapé, je suis fauteuil roulant. Donc, il ne faudrait pas que nous allons au-delà de ce que nous pensons. L'État peut sous-traiter Simo et lui donner l'assurance qu'il a eue en parlant. C'est ça. Il a une mission. On lui a donné un travail à faire. Et il vient nous exposer, ça c'était, moi je n'étais pas à cette réunion-là au ministère des Affaires étrangères, il vient exposer ce qui était en cours, en sachant que notre pays, c'est notre pays avec ses droits, et que nous avons aussi des droits effectivement, et nous avons des devoirs aussi de citoyens. Et si aujourd'hui on nous dit, écoutez les gars, messieurs, dames, vos terrains ont été expropriés par l'État, voilà l'indemnisation, je ne vois pas le problème. L'État peut même disposer de nous-mêmes. L'État peut disposer de nous. Quand moi j'ai été un conscrit. J'ai été, vous tous aviez été, pour certains, aviez été des conscrits. Vous avez fait votre service national. Vous avez donné 1 an pour votre pays. Et vous avez suspendu vos études pendant ce temps. Ouais. En cas de mobilisation, aujourd'hui, on peut encore mobiliser certains parmi nous, des jeunes, des moins jeunes, etc. Voilà. Donc, l'État a le droit de faire un certain nombre de choses. Il ne faudrait pas que nous oublions ça. L'État a un certain nombre de droits. Par contre, ce que nous voulons et ce que moi je souhaiterais, c'est que tout soit fait de façon très claire, bien posée, avec des explications. Qu'on nous dise, vous avez été exproprié pour telle activité. Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai vu aussi la plaque où on parlait de promotion immobilière. L'État est le seul. Si c'était l'État, est le seul à savoir ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut faire de cette zone-là pour notre pays. Parce qu'il n'est pas en train de le faire au Togo, il n'est pas en train de le faire au Niger, il est en train de le faire au Bénin. C'est vrai, c'est au dépend de nous, citoyens. Et ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est le fait que nous n'ayons pas été plus ou moins, est-ce que je vais dire associés, mais que nous n'ayons pas eu d'explication claire. Parce que l'État n'est pas obligé de nous associer non plus. S'il décide de faire, il pourra faire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, moi, c'est qu'on dépasse nos passions et qu'on reste dans la raison. La raison pour moi et pour les autres, je suppose, c'est l'État, c'est le Bénin. La raison, c'est le Bénin. La preuve, M. Ressou, quand il est parti depuis 15 mois, il est toujours au Bénin. Quand il a fait ses 25 ans en France, il est toujours au Bénin. Moi, j'en ai fait 40. Je vais toujours au Bénin. J'en ai fait 40 en France. J'étais arrivé ici, élève à l'école de médecine militaire à Bordeaux. Et je suis toujours ici. Mais je vais au Bénin régulièrement. Donc, ce pays nous appartient, ce pays, nous y tenons. Chacun de nous y tient. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les choses soient faites de façon très claire et qu'on apaise un peu les tensions et qu'on apaise les émotions. Voilà. Merci, Dr Aroko, pour vos... Vital, est-ce que je peux reprendre la parole, s'il te plaît? Votre roman de sagesse. Oui, merci. Vous allez reprendre la parole rapidement et on ira pratiquement au thème de cette émission. Chacun fera un dernier tour avant qu'on ne se sépare. Merci, oui. Oui, je viens d'écouter le docteur qui parlait des prérogatives de l'État. Personne n'a dit jusqu'à preuve du contraire que l'État n'était pas en capacité de nous exproprier. Ce qu'on dit,
c'est que l'État ne peut pas faire un conseil des ministres, prendre un décret le 29 avril, publier ce décret et donner l'assurance aux Béninois que maintenant, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter sur l'appartenance de leur zone et qu'ils peuvent vaquer à leur investissement acquis légalement. Et ensuite, 18 mois après, revenir et dire, bah, maintenant, j'avais dit, oui, effectivement, vous pouviez vaquer, mais maintenant, je vous le reprends, sans prendre en considération les dégâts que ça a causé, le premier décret. Monsieur Vital, dans ce pays, nous avons vu des personnes déguerpies de zones publiques. Je prends le cas de la population Krola, qui a été déguerpie d'une zone où ils occupaient l'espace public. Cette population s'est vue redonner une autre zone sur laquelle ils ont aujourd'hui un titre de propriété sur un terrain de 200 mètres carrés chacun. On a réhabilité cette zone pour qu'elle soit viable, c'est-à-dire il y a eau, électricité et même école. Et je vous envoie pour écouter les discussions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale lorsque le député Abé Chokan a posé la question au gouvernement sur ce qui vient des populations, des expropriés de la zone Togba. Les députés de la mouvance étaient fiers de présenter ça en disant mais la population là, le gouvernement a pris soin d'eux et leur a donné aujourd'hui des titres de propriété sur des zones de terrain de 200 mètres carrés où maintenant ils savent que voilà ils sont propriétaires de terrain. Mais, monsieur, qui nous appartient tous. 18 mois suffisent. On nous dit, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Donc, dans ce pays, quand les gens occupent des zones publiques illégalement, on est en capacité de les déplacer et de leur donner des terrains avec titre de propriété. Mais lorsque les gens achètent à la sueur de leur front des terrains, moi, quand j'ai acheté mon terrain, la zone n'était même pas encore déclarée d'utilité publique. Je l'ai acheté en 98. Je ne l'ai pas acheté en 2005. Je l'ai acheté en 98. Et je l'ai acheté aux mains du petit-fils du propriétaire de la zone. Donc, je n'ai pas acheté un terrain qui était déclaré en zone publique. Parce qu'on dit en 2005, oui, mais il y a des gens qui ont acheté des terrains bien avant 2005. Comme moi. Donc, quand moi j'achète mon terrain avec l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front en parcourant l'hiver en Europe, on peut m'exproprier sans toutefois me dire, ben voilà, en compensation, on vous redonne un terrain avec un titre de propriété ou avec un dédommagement équivalent à peu près à ce que le terrain vaut à l'heure où on vous... Au moins pour apaiser la colère, non. On vous exproprie, on vous donne 5 000 francs le mètre carré. Et des gens qui ont occupé illégalement un domaine public pendant des années, qui ont construit leur vie, qui ont bâti leur vie, on estime qu'on ne peut pas les laisser dans la nature, ce qui est tout à fait normal. Et on leur trouve des solutions adéquates à leurs problèmes. Donc, le 2 poids 2 mesures, on y est encore dedans. On continue un peu sur la société Simo. Moi, j'ai rien contre la société Simo. Que la société Simo ait eu un projet de l'État pour faire, c'est tout à leur honneur. Mais quand je regarde quand même la constitution de la société Simo, je me rends compte que c'est une société qui est détenue principalement par des investisseurs privés. La BOAD, la NCA, la BESIC, et c'est un document officiel, hein. C'est pas de l'émotion ou quoi que ce soit. C'est un document officiel que tout le monde peut consulter. Je vous ai d'ailleurs fait copie du document, monsieur Vital. Vous pouvez l'afficher pour que les gens regardent. Il y a un conseil d'administration. La part de l'État dans cette société n'est que de 2,5%. Donc, l'État est très, très minoritaire. Par contre, moi, il y a une chose qui me saute aux yeux et qui me pose question. C'est quand la société inscrit dans ce document qu'il a comme principal client le ministère des cadres de vie et du développement durable. Là, je commence à me poser des questions. Parce que je me dis, comment une société qui a toutes ces grandes banques-là dans sa constitution peut n'avoir qu'un seul client principal? Ça pose question. Donc, que l'État, lui, soit en capacité de nous exproprier, c'est la loi. Mais il y a la loi aussi qui dit qu'on doit nous dédommager au préjudice subi.
équitablement au préjudice subi. Ça aussi, c'est la loi et c'est l'État qui a fait voter cette loi. Ce n'est pas nous, les Béninois, qui avons fait voter cette loi. C'est l'État qui a fait voter cette loi. Donc, est-ce que l'État est en capacité de respecter la loi quand c'est pour les petits citoyens que nous sommes? Là est toute la question. Quand on voit le cas de monsieur de Lucie Aboba, quand on voit le cas de monsieur Oussou, mais il y a matière à se poser des questions. Quand nous sommes en Europe et que nous rentrons au pays, nous avons nos concitoyens qui nous disent oui, vous ne voulez pas investir chez vous, vous ne voulez pas développer chez vous. Mais quand vous voyez ce qui arrive à tête de monsieur aujourd'hui, vous croyez que moi, je vais prendre le risque demain de mettre 150 000 euros ou 300 000 euros sur la table pour que du jour au lendemain, on me dise oui, on vous exproprie, mais mieux, on ne va pas vous indemniser à la hauteur de votre investissement. Nous avons vu le cas avec l'hôtel du Libanais, du Sénégalo-Libanais, qui a été détruit. 800 emplois qui sont partis en l'air. Nous avons le cas d'un compatriote béninois. Nous, hôtel de Sérim 40... Yerimso. Nous avons le cas d'un Béninois qui peut créer 40 emplois. Je croyais que l'objectif de l'État, c'était de développer l'emploi pour les populations. Je ne pensais pas que c'était de mettre les populations au chômage. 800 emplois ont été détruits pour l'hôtel de Yerimso. Et à la place, on a construit une statue. Donc, ça veut dire que dans tout ce grand Bénin de 116 000 km², on n'a pas trouvé un autre endroit pour ériger la statue des Amazones, des Agodiers. On n'a pas trouvé. On a détruit le monsieur Kérékou. On ne pouvait pas mettre la statue des Amazones là. Non, ce n'était pas possible. Il fallait casser le 800 chambres de monsieur Yerimso. Il fallait montrer que l'État est puissant. On sait que l'État est puissant. Nul n'a jamais douté de la puissance de l'État. Mais l'État est là pour protéger le citoyen. Et dans la Constitution, c'est ce qui est écrit. Que l'État veille au bien-être de la population. Et que l'État ne doit pas faire de la discrimination entre un Béninois et un autre. Et je viens de vous dire que pour la population, ils ont aujourd'hui un titre de propriété sur un terrain de 200 mètres carrés. Moi, j'ai acheté un terrain de 500 mètres carrés. Après le lotissement, je me suis retrouvé avec 350 mètres carrés. Et même les 350 mètres carrés qui restent, on me l'arrache, on me dit j'aurais que 100 000 francs le mètre carré. Alors que le document même du ministère de l'économie et des finances, qui classe par zone le prix au mètre carré, par zone, le prix au mètre carré des terrains pour pouvoir percevoir la taxe, ils mettent le prix au mètre carré à plus de 42 000 francs. Plus de 42 000 francs. Je tiens ici M. Romary Bocor comme contradicteur. Si je mens, il peut le dire. À plus de 42 000 francs. Ça veut dire que pour une parcelle de 500 mètres carrés, on avoisine les prix de plus de 21 millions. Comment l'État lui-même peut faire une classification, peut faire un document qui précise au mètre carré dans telle zone combien on peut acheter, et une fois qu'il exproprie, ce document-là, il n'est pas pris en compte. Ce document-là n'existe plus. Non, on vous donne 100 000 francs et vous vous débrouillez. Donc, celui qui a fait confiance à l'État, qui a été acheté sa parcelle à 20 millions ou à 30 millions, on lui dit maintenant on lui donne 1,5 million ou 1,6 million. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu le cas d'une franco-béninoise qui est rentrée, qui a acheté 4 parcelles. Et quelque temps après, on lui dit qu'elle est expropriée. Elle est rentrée en France en disant « Votre pays ne veut pas du développement. Je retourne chez moi. » Et après, on nous dit que c'est nous, les Béninois de la diaspora, qui faisons du mal à notre pays en donnant une mauvaise image de notre pays. C'est pas nous, la diaspora. C'est l'État béninois qui donne une mauvaise image de son pays. Nous avons vu ici une Ivoirienne qui a fait une vidéo qui a dit ce qui est devenu son investissement au Bénin. Donc, ce que nous vivons là, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être, ça touche une partie des Béninois qui ne comprennent pas pourquoi on prend un décret en avril 2020 et qu'on prend un autre décret en février 2021 pour dire vous êtes exproprié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça sort du cadre national et ça vient dans le cadre international. Il suffit de lire l'article de Amnesty International. Amnesty International a fait un très bel article sur comment la population béninoise était déguerpie de chez elle pour des causes d'utilité publique. Ça n'a jamais choqué personne. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Docteur Aroko, vous allez rebondir sur
ce que Marcy a dit, peut-être. Merci beaucoup pour votre bon développement. Et je reste encore persuadé que chacun de nous cherchons ici comment arriver à améliorer notre vie et notre espace en commun qui est notre pays, le Bénin. Pour les rois, je ne suis pas sûr, M. Marcy, que vous ayez raison. Et ces gens sont là, ils étaient là plutôt depuis très très longtemps, depuis des générations. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément qu'ils occupent un espace public. C'était un espace qui leur appartenait déjà et en fait, ils se poussaient. Non, docteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'État les a déguerpis parce que l'État a sorti justement un décret en disant que c'était un espace public. Vous pouvez aller suivre les débats à l'Assemblée nationale. J'ai suivi le débat de plus de 2 heures. 2 heures. J'ai suivi le débat. Ils ont bien décidé que cette population-là occupait un espace qui appartenait à l'État. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est là. Vous pouvez chercher encore. On va laisser Dr Aruko aller au bout de son développement. Je voudrais que nous continuions de réclamer notre droit à l'indemnisation juste. Mais je ne suis pas sûr que nous puissions nous mettre aujourd'hui à faire un procès contre l'État béninois, qui au bout de 18 mois, peut changer son orientation. Il y a un décret qui a été pris le 20 avril 2020, et puis un autre a été pris en février 2021. Pourquoi pas? C'est le gouvernement qui a changé. Il peut avoir une autre raison. On ne va pas juger ça. Ce que moi je souhaite. Donc vous estimez que c'est normal qu'on prenne quelque chose à des privés béninois et qu'on revende ça à d'autres privés béninois. Donc vous trouvez que vous êtes juste. Vous ne l'avez pas compris. Monsieur Marcy, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les priorités du gouvernement peuvent avoir changé. Les priorités de l'État béninois peuvent avoir changé. Quelles sont les priorités du gouvernement? Puisque vous avez l'air de bien connaître ces priorités. Quand j'avais pris ma parole, je vous disais que personne d'entre nous ne sait exactement ce qui pousse le gouvernement à déclarer cette partie d'utilité publique. Mais attendons voir. Si, nous le savons. Nous le savons. Nous ne savons pas. Monsieur Marcy, je suis tout aussi que vous. J'avais un bâtiment sur ma parcelle. Docteur, nous savons ce qui pousse le gouvernement à nous exproprier. Nous le savons. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir. Les passions et que nous... Mais ce n'est pas une question de passion, c'est des faits. C'est des faits. Il y a un DG d'une société qui a dit nous allons remorceler et revendre ces parcelles. Donc nous savons exactement ce que adviendra de nos parcelles. Ils seront remorcelés, revendus à des personnes privées qui auront des moyens supérieurs peut-être à nous, et à qui on va dire, voilà, vous pouvez construire des bâtiments, des commerces, mais sous tel... Mais si c'était moi, pourquoi alors quand monsieur Oussou, monsieur docteur, si c'était moi, si le gouvernement voulait vraiment que propriétaires, nous puissions avoir notre chance de garder nos parcelles, le gouvernement aurait sorti un décret en disant, dans la zone de Togba 4, nous voulons désormais un plan local d'urbanisation de telle norme, de telle façon. Les hauteurs doivent être respectées jusqu'à telle hauteur. Les toits doivent être de telle façon. Et à ce moment-là, on peut considérer que ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir respecter le plan ont 2 solutions. Soit de vendre ou de respecter le plan d'urbanisation. Et là, on peut dire que l'État nous inclut dans le projet. Mais quand M. Oussou demande, incluez-moi dans le projet, quand le monsieur Agboba demande, incluez-moi dans le projet pour que je puisse respecter ce que vous voulez faire comme urbanisation, pourquoi forcément on va casser un immeuble d'une valeur de 90 millions ou un domaine de près de 350 millions d'euros? C'était ma demande aussi. Et pourquoi vous a cassé? Donc, voilà. Donc, on a refusé. On a refusé. Permettez-moi. C'était ma demande aussi. Jusqu'à présent, je n'ai jamais demandé d'être indemnisé sur cette parcelle. J'ai demandé que mon bâtiment soit inclus dans le projet. Mais de vous à moi, la viabilisation qui est faite aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous avions fait? Pour nous qui avions les parcelles là-bas, qui avons les maisons, les bâtiments, c'est pas ça. C'était pas ça la viabilisation. On n'avait pas de plan d'urbanisation. Il n'y avait pas de plan qu'on nous a imposé et que nous n'avions pas respecté. On ne peut pas critiquer l'État
d'avoir fait cette viabilisation et de proposer les parcelles à une session future. Monsieur, docteur, le Bénin n'est pas le premier pays, à exproprier les gens. Même en France, ici, on exproprie. Monsieur, docteur, même en France, ici, on exproprie. Mais quand l'État veut exproprier, elle regarde déjà les personnes qui sont installées. Et en conséquence des personnes qui sont installées, elle va faire un plan d'urbanisation qui va intégrer les personnes qui sont déjà là de manière à éviter d'être obligé de tout raser. Vous avez vu, moi je suis à Lyon, on a vu à Dessines le parc de l'Ouest où il y a des gens qui ont été expropriés. Mais ceux qui ne pouvaient pas être expropriés, on a fait en sorte que le parc, une fois qu'il a été construit, qu'il soit dans l'environnement. On n'a pas tout détruit parce qu'on voulait construire un parc olympique, un terrain de foot. Donc, nous pouvons on va cette émission. Voilà, on va pratiquement au terme de cette émission. Merci à Marcy. Non, mais Monsieur Vital, attendez, s'il vous plaît. Je vais prendre la parole juste 2 petites secondes. Alors, on va donner la parole à Monsieur Wesso, juste pour quelques minutes. Oui, voilà, rapidement. Tout à l'heure, Monsieur Aroko, vous disiez que l'État dispose des terrains, dispose même des personnes. Oui, moi je suis d'accord, mais uniquement en cas de force majeure. Il faut bien préciser les choses, c'est uniquement en cas de force majeure. Là, je ne pense pas qu'on soit en cas de force majeure, on est plutôt dans un cas de force financière. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'État a des droits, des devoirs, voilà, aussi les citoyens ont des droits et des devoirs, mais là, moi je ne vois pas de situation de cas de force majeure sur cette zone-là. Donc, voilà, je m'interpelle encore, voilà, je laisse la question ouverte. On va faire il y a Monsieur Vincent, il y a Monsieur Vincent aussi en France qui est là, là-bas. Il est là, s'il vous plaît. Essayez de le prendre. Il est, là-bas, d'accord. On va, Romaric, on va prendre Monsieur Olo là-bas rapidement et puis on fait le dernier tour de table. Ce serait le dernier tour de table pour que, non, une seconde. Monsieur Olo là-bas, vous pouvez réagir par rapport à tout ce qui a été dit. J'espère que je suis sûr que vous avez suivi depuis le début, mais vous nous avez rejoint en temps. Je vais vous activer votre micro. Monsieur Olo Lagba, vous allez devoir activer votre micro vous-même. Vous allez devoir activer votre micro. Je ne peux pas le faire ici parce que vous l'avez désactivé vous-même là-bas. Bon, le temps qu'il active son microphone, on va se tourner du côté de Romaric Bokor. Oui. Voilà. Oui, et docteur Aroko, moi je suis un peu surpris par... Ce serait ton dernier tour. Oui, tout le monde. Monsieur Aroko, vous avez dit tout à l'heure que bon, sachons raison garder et tout. Mais si on ne savait pas raison garder, parce que moi je suis ce dossier de très près, hein, je ne pense pas que le collectif aurait même été à la Cour constitutionnelle, qui a dit d'ailleurs qu'en l'État, il n'y a pas encore d'expropriation. S'ils ne savaient pas raison garder, je ne pense même pas qu'ils auraient fait à chaque acte posé par l'État, ils auraient fait appel à des huissiers. Mais ils auraient fait autrement. On sait comment d'autres font. Ils auraient fait autrement. Maintenant, vous dites que l'État... Mais quand moi j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que l'expropriation, l'État a le droit d'exproprier. Mais lorsque l'État veut exproprier, c'est écrit dans le code foncier qu'il doit expliquer pourquoi. Mais moi, je n'ai pas vu dans le code, ils ont parlé d'aménagement urbain, aménagement rural, travaux de recherche. Moi, je n'ai pas vu dans le code foncier que l'État peut prendre une zone et revendre à d'autres personnes. Je n'ai pas vu. Vous avez dit que la viabilisation qui est faite, mais c'est comme si vous n'avez pas eu accès à d'autres informations. Mais est-ce que vous savez que ceux qui sont dans la zone de 20 hectares là, ils ont cotisé plus de 50 millions pour faire les ouvertures des voies eux-mêmes, pour faire tout ce qui est assainissement, alors que tout le monde a payé. Ils ont tous payé. Tout ce qui est frais de recasement, frais de trucs là, qui servaient à faire. Ce sont des frais qui servent normalement à faire tout ce qui est ouverture de voies et assainissement. Donc moi, je ne sais pas, c'est nous-mêmes, ou bien ce sont les propriétaires eux-mêmes qui vont aller mettre
le courant électrique ou l'électricité, la viabilisation, c'est quoi? C'est l'eau, l'Internet et l'électricité. Moi, vous dites que, regardez tout ce qu'ils ont fait comme effort. À chaque acte, ils ont pris des avocats. Ils ont suivi, ils ont respecté ce que la loi dit. Mais à chaque fois, on viole leurs droits. Je dis bien qu'on viole leurs droits. Normalement, lorsqu'une affaire est à la Cour constitutionnelle, il ne devait plus avoir d'activité. Mais lorsque l'affaire était, c'est l'article 86 de la Constitution, hein, lorsque l'affaire était à la Cour constitutionnelle pendant tous ces états, pendant tous ces mois, mais l'État, ils avaient déjà pratiquement cassé les clôtures. Ils avaient déjà arraché toutes les bornes. Donc moi, franchement, je ne sais pas, hein, mais excusez-moi, vous êtes de très mauvaise foi quand vous parlez que on doit savoir raison garder. Mais moi, je respecte leur niveau d'intellectuel, leur niveau ou plutôt leur façon d'avoir pendant plus de 2 ou 3 ans respecté la loi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'ils acceptent 5 000 francs le mètre carré pour des investissements de 40, de 50 millions, alors que la loi était très claire qu'ils ne peuvent pas être indemnisés en dessous de leur investissement et ils devaient même avoir des dommages et intérêts. Moi, je ne sais pas dans quelle année vous êtes dans la zone où en tout cas, moi, j'ai suivi leur lutte depuis le 17 novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et je ne peux que les féliciter et je vais vous dire quelque chose. Chacun d'eux, autant qu'ils sont, ils ont déjà cotisé plus de 2 à 3 millions pour faire cette lutte jusqu'à aujourd'hui. Demandez-leur. Je dis bien parce qu'à chaque fois, ils font des cotisations de 200 000, de 300 000, de 400 000 pour payer les avocats, pour payer les huissiers, pour payer ça. Et là, vous venez que sachant regarder, il faut regarder les patients. Mais s'ils n'avaient pas gardé les patients, en fait, mais vous pensez qu'ils seraient tous dans la zone. Au pire des cas, l'État va tous les tuer. On sait comment ça se passe. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va donner la parole. C'est le dernier tour d'intervention de chacun de vous et vous irez très rapidement en 2 minutes pour qu'on y aille. Monsieur Ignace Ouesso, je vais remettre votre micro. Veuillez bien activer votre micro. Oui. Je vais écouter notre frère. Je crois que je suis de concert avec lui. Parce que notre frère, notaire, je ne sais pas, le docteur Aroko, il me semble qu'il vous manque beaucoup d'informations, mon frère. Moi, depuis 3 ans, je cherche de comprendre ce qu'on réserve à cette zone-là. Impossible de savoir. Impossible de savoir. Et nous, personne ne veut le mal du pays. Je vais vous montrer ce document. Voilà, regardez. Attends, si ça sort. Comment tu vois ça? Attends. Ouais. Attends. Voilà. Ouais. Bah. Si j'avais pas mon pays, et je n'allais pas engager ce projet-là. Ah. Donc, tout un chacun de nous, regardez, c'est bien beau. Mais moi, ce qui m'a beaucoup choqué et faire du mal, c'est parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Je l'ai dit directement au ministre des Affaires étrangères. Il dit ce qui est dommage, nous n'avons aucune information. Aucune. Manque de dialogue. Et il m'a répondu, je mettrai en place des centres d'information. Regardez, voilà. Ce document, ils les ont tous. Oasis, complexe culturel, tous. Je peux vous le montrer à l'intérieur. Ça, ce n'est pas des photos virtuelles. C'est des vraies photos du site. Bon, vous voyez tout ça? Vraies photos du site. Vraies photos du site. Bon, j'en passe. Alors, si on n'aime pas son pays, on ne peut pas laisser sa famille. Et j'ai dit au ministre que ce qui me fait mal, ce n'est pas l'argent que j'ai dépensé, mais j'ai sacrifié ma famille. Et c'est la seule chose qui fait mal aujourd'hui. C'est ça. Et si je n'aimais pas le pays, je ne l'aurais pas fait. On m'a proposé de faire ce projet en France.
financé à 100%. J'ai dit non. Ça fait longtemps que j'ai quitté mon pays. Je vais faire quelque chose en direction des jeunes. C'est dans ça que moi, j'ai évolué en France. J'ai travaillé avec plusieurs communes. J'ai travaillé avec les élus. De tout bord. Moi, je ne suis pas venu au Bénin pour faire de la politique. Non. Parce que j'ai fini. Je suis à la retraite. J'ai voulu aider les autres. Aujourd'hui, on a fait du mal à ceux qui seront là en train de travailler et faire plaisir à leur famille. Je ne suis pas nécessiteux. Et pauvre celui qui désire tant de choses. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Donc, quand on parle de pays, notre Bénin, ça restera toujours notre Bénin. Hein? On n'est pas là pour enfoncer qui que ce soit. Moi, je ne suis pas venu pour faire la politique. Non. Et ni pour faire plaisir à quelqu'un. C'est clair. Je sais ce que je veux. Merci, monsieur Ouessou. Ils ont cassé ce que j'ai mis des années à faire. J'attends le dédommagement. Merci, monsieur Ouessou. Merci, monsieur Ouessou. Nous sommes dans le dernier tour de table de chacun de vous. Et Marc, vous avez 2 minutes rapidement pour intervenir, malheureusement. Merci beaucoup. Malheureusement, pour moi, je n'avais pas pris les dispositions. Et puis, désolé. Déjà, je vous remercie pour cette opportunité quand même que vous nous permettez d'expliquer. En tout cas à nos compatriotes, à tout le monde de mieux comprendre. Je pense qu'il y a largement de communication par rapport à cette histoire. Et comme je le dis, si nous étions dans un pays où les droits de l'homme sont respectés et tout, je pense qu'on peut avoir un débat sérieux public avec nos vis-à-vis. Parce que je suis sûr et certain que nos vis-à-vis, s'ils étaient à notre place, ils allaient faire la même chose. La seule chose qui nous différencie aujourd'hui, je vous jure, c'est que c'est parce qu'ils ont le pouvoir public. C'est la seule chose qui nous différencie aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Je suis au Bénin. Je peux dire, je suis un enfant de pays. J'ai souffert. Je peux vous dire aujourd'hui, le prêt que j'ai fait à la banque, je ne veux pas nommer la banque, on continue de m'enlever sur mon salaire près de 300 000 par mois. Et c'est là. Et moi, j'ai fait la photocopie, dites-vous, hein, j'ai fait la photocopie de toutes mes factures et je suis allé déposer moi-même au niveau du palais. Le chef de l'État même prend connaissance de ça. Et je suis juste le porte-parole des gens, des pauvres qui sont sur le terrain. Imaginez un instant une dame qui a acheté là plus de 40 ans et qui espérait un jour, peut-être, parce qu'elle a dit après de 70-80, on l'a cassé et elle ne sait même pas là où dormir. Il y en a plein comme ça. Et donc, je suis sûr que c'est que s'ils étaient à notre place, ils n'allaient pas faire ça. Deuxième point, je voulais quand même aussi souligner par rapport aux droits, 2 poids, 2 mesures. C'est que sur toute la ligne, je pense qu'il y a une portion A, B, C. Vous avez dégelé les portions B, C, sur toute la A, B, C. Mais pour des raisons que vous avez données, maintenant vous avez réintégré une portion A et vous avez laissé les B, C. Et curieusement, ceux qui habitent la portion B, C, c'est que c'est des gens qui sont au niveau du gouvernement. Vous voyez, c'est vrai. Moi, mon problème, ce que je vais dire, le temps, c'est le seul maître. Nous n'avons rien amené sur cette terre, rien, et nous partirons avec rien. Il y a de cela 50 ans, 100 ans, les gens qui vivaient avec, ils ne sont plus là aujourd'hui. C'est sûr, d'ici 50 ans, 100 ans, on ne sera plus là. Mais ce qui est important, c'est ce que nous avons laissé. Et que je voudrais appeler à chaque personne, aux autorités qui sont sur ce dossier-là, de se poser cette question. Est-ce que l'acte que nous avons posé pour brimer les gens, moi j'ai payé juste après le décret et la sortie du DG, moi j'ai payé ça, c'est là, j'ai payé avec un notaire. Je ne vais jamais investir là parce que je n'ai pas les moyens, en fait. Je n'ai pas les moyens. Et donc, j'ai fait de prêt pour jeter. Donc, c'est après ce décret. Et je sais qu'il y en a des gens qui sont dans mon cas. Et donc, je leur dis, voilà que vous voulez agir. Dites-vous que vous êtes en face des humains, des êtres humains qui ont le sang. Moi, je connais personnellement, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je sais qu'il a de cela 50-10 ans. C'est qu'il ne pourrait pas agir comme ça. Je garde toujours dans la tête cette phrase que lui, il a l'habitude de prononcer. Il disait, même les plus grands barbares, un jour, finissent par tomber. Il avait dit ça. Il avait écrit un article, il avait dit ça. Je voulais lui rappeler ça. Pour dire le temps.
Et ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à savoir que le temps, on ne sait pas demain. On ne sait pas demain. Personne ne connaît demain qui va venir. Ils n'ont qu'à continuer. Voilà. Merci beaucoup, M. Vital. Merci, Marc. Merci, Marc. On va prendre le dernier tour d'intervention de M. Adjovi s'il est en ligne. Et puis, ce serait le tour de Marcy. Permettez, essayez de recevoir M. Olagba, Vincent, rapidement. Là, est-ce qu'il a pu il est activer son microphone? Oui, mais malheureusement, il n'active pas son microphone. Il doit pouvoir activer son microphone parce qu'il a désactivé par lui-même. De mon côté ici, je n'arrive pas à le faire. Pendant qu'on y est, si M. Adjovi est prêt pour son dernier tour de parole, il pourra le faire. Ce sera ensuite Marcy et nous allons prendre M. Aruko. Moi, je vous remercie tous puisque vous êtes mis disponibles parce que c'est pas facile. On ne sait pas réellement qui sont ceux qui sont derrière ce fameux projet. Ce fameux projet. On dit l'expropriation. Le docteur dit oui, on peut commettre un privé. Oui, mais si c'est à l'État central de définir le contenu de ce projet. Ce n'est pas un privé. Mais même si c'est un privé, l'État doit faire le tout possible de payer les concernés avant de livrer le domaine au privé. C'est pas faire. Il n'y a pas ce ministre qui nous a reçus et fait des propositions. On casse nos maisons, nos immeubles, on nous réduit à zéro. Tout comme si nous n'avons pas le droit de y vivre là. Donc les ayants droit à la vie, qui viennent s'installer. Et à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas à qui s'adresser. Voilà. Il n'y avait pas le ministre, bien le ministère de cadre de vie, des finances, ou bien de la justice qui nous avait une fois reçus par rapport à ce projet. Aujourd'hui, on appelle les gens de 6 mots, aucun d'eux ne décroche. En faisant la casse, ils ont fait venir les engins de Satom en masquant les logos de Satom. Pour que les images, ou que les gens ne prennent pas les photos et publient après pour dire voilà, il y a Satom qui est en train de casser. Pour ne pas la signer peut-être. Et après, ils cassent, ils prennent les gravats, ils s'en vont vendre, ils prennent les faits, ils s'en vont vendre pour effacer les traces. Mais Dieu merci, nous vivons encore. Je prie et je demande au président de la République d'appeler les concernés et les avoir face à face. Puisque ceux qu'il a mis devant, ils le disent autre chose. Ils ne lui disent pas la vérité. Talon, bien sûr sévère, mais il n'est pas si mauvais et méchant. Il n'est pas si méchant. S'il est si méchant et mauvais, il n'allait pas les prendre comme des collaborateurs. Mais pourquoi ils ne peuvent pas dire la vérité à leur patron? J'attends parce qu'ils mettent les petits gamins là, sur les ordinateurs, les tablettes, pour dire oui, on a déjà payé. Puis ils n'ont qu'à montrer, ils n'ont qu'à justifier à la télé l'état de paiement de ces concernés. Je défie. C'est ça. Ils ne peuvent pas.
Soit qu'on aille à un plateau télévisé et que l'État n'a qu'à envoyer son porte-parole, que le ministre de cas de vie n'a qu'à venir et la NDF, et peut-être le ministre de la Justice, ou bien un envoyé du ministère de la Justice, pour juger et statuer et donner et faire les parts des choses. D'accord. Merci, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes béninois. Si nous n'allons plus rester au Bénin, qu'ils nous disent. Si on va vider le pays, on vide et ils vont rester. Vous avez votre place au Bénin, monsieur Adjovi, c'est sûr. Mais je mets l'argent, on détruit 2 ou 3 jours après, ma même heure, puisqu'elle m'a demandé. Le combat continue jusqu'à ce que vous soyez dédommagés. C'est sûr que vous le ferez. Est-ce que on devait me payer d'avance pour que j'aille me loger ailleurs et prendre mes kicks, les cartes déposées, ou on me casse et mes épées restent en vrac? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Là-dessus, vous avez raison. Monsieur Aroko, c'est votre tour pour votre mot de fin avant la fin de cette émission. Merci beaucoup, monsieur Vital. Je remercie les uns les autres. Je suis pas sûr que tout le monde m'ait compris. Quand j'ai commencé par prendre la parole, je disais que dans ce dossier, il y avait un flou. Parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas qui fait quoi. Exactement, je me rappelle, vous l'avez dit. C'est ce que j'avais dit. Et dans le flou, il y a un loup. C'est ce que j'avais dit. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. Le 22, on nous a cassé nos maisons. C'est fait. Ça, on n'y peut rien. C'est déjà fait. Si on ne regarde pas ça de on va faire des poussées hypertensives. On va faire des tensions, on va faire des problèmes. Donc, regardons ça avec un peu de retenue. Et continuons, parce que vous avez posé la question de savoir quelle sera la suite. Vous avez posé la même question à monsieur Ressou. Quelle est la suite maintenant? La suite, c'est qu'on ne sait même pas à qui s'adresser. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit réclamer. Et c'est ce sur quoi moi je voudrais que nous travaillions. C'est dire aujourd'hui, dans ce dossier, on ne sait pas qui fait quoi. On nous a cassé nos maisons, c'est fait. On n'a pas été indemnisé, c'est retenu, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Quelle est la suite? À qui on s'adresse? Et battons-nous pour que nous soyons reconnus comme des victimes d'une expropriation qui n'a pas été définie, qui n'a pas été décrétée, parce que la Cour constitutionnelle avait statué pour dire qu'il n'y avait pas encore expropriation en l'état, en se basant sur les tests, les décrets qui avaient été pris. Et donc, c'est là-dessus. Nous avons des voies judiciaires, nous avons des voies légales. Et moi, je ne suis pas sûr qu'en nous mettant dans la passion, en nous énervant, on va se faire de mauvais sang pour rien, parce que c'est déjà fait, c'est déjà cassé. C'est cassé. Maintenant, battons-nous pour nos droits. Nous devrions être indemnisés à juste prix. À juste titre, voilà. Au prix des parcelles aujourd'hui, à hauteur de nos investissements et avec des dédommagements. Parce que M. Ressou le dit et le répète, il ne sort pas le mot, mais il y a un investissement sentimental dans ce que nous faisons chacun de nous. Absolument, oui. Moi, j'ai construit une maison où j'ai mis une rampe et avec mon fauteuil roulant, je suis monté. Je suis allé jusqu'en haut pour voir ce que je vois. C'est un investissement personnel, c'est sentimental. Et aujourd'hui, je ne suis plus en mesure d'avoir ça. Donc, quelque part, c'est une perte. Donc, on ne doit pas regarder tous ces éléments pour être dans la passion et se faire du mauvais sang alors que nous avons une bataille à mener. C'est être reconnus comme des victimes d'une expropriation qui n'a pas existé, qui n'a pas été décrétée et être indemnisé comme tel. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci. Voilà, donc je serai avec vous donc pour la toute dernière intervention. Voilà. Non, il y a M. Olaba qui vient. On espère. Monsieur Kano, merci déjà merci pour le temps que vous nous avez accordé pour que nous puissions nous exprimer. Je voudrais apporter quelques précisions au docteur. Nous nous battons. Nous avons un cabinet, qui est le cabinet Alao, qui défend, qui est en charge de défendre les intérêts des propriétaires de la zone du Togba. J'ai rappelé tout à l'heure que nous étions mis en collectif et que ce collectif est légalement
enregistré auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et que c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui, en date d'aujourd'hui, ne nous a pas encore communiqué notre numéro d'enregistrement afin que nous allions faire la publication au journal officiel à Port-Novo. Donc, nous battons. À l'heure où je vous parle, comme l'a dit M. Romaric, une cotisation, un appel de fonds a été fait en direction des propriétaires qui sont dans le collectif à hauteur de 100 000 par personne pour justement faire une provision aux avocats qui mènent leur combat. À l'heure où je vous parle, les avocats ont déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle, justement pour avoir une visibilité sur ce projet. Est-ce que c'est un projet public ou est-ce que c'est un projet privé? Avec des éléments qu'on a apportés aux avocats qui seront complémentaires au dossier. Mais tenez-vous bien, Monsieur Panou, en date d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a toujours pas convoqué les parties dans ce dossier pour écouter leurs différents griefs. Au point où, en discussion encore avec l'avocat ce week-end, il m'a confié que dès la semaine prochaine, ils vont relancer la Cour constitutionnelle pour savoir quand est-ce qu'ils seraient convoqués justement traiter ce dossier. Donc, le combat juridique, il a toujours été mené. Mais en plus du combat juridique, il y a un combat communicationnel. Parce que quand vous entendez que des gens ont été indemnisés, et qu'en fait, personne n'a été indemnisé. Parce que le bédouin lambda, quand il lit les journaux de la place, il dit, mais on dit que vous avez été indemnisé. Je dis, bah, qui a été indemnisé? Qui et quand et où? Et quelle somme? Parce que indemnisation, c'est un gros mot. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'indemnisation? Est-ce qu'on vous a donné un ferme-ta-bouche ou est-ce qu'on vous a indemnisé au préjudice que vous avez subi? C'est ça qu'il faut regarder. Donc, en date d'aujourd'hui, les gens pensent qu'effectivement, on a été indemnisé. Il suffit de lire encore la parole du gouvernement qui dit que c'est parce qu'on n'a pas voulu suivre les voies légales. Mais est-ce que le gouvernement, lui, a suivi les lois pour nous exproprier? Parce que c'est toujours bien d'indexer son doigt vers les propriétaires en disant qu'ils n'ont pas voulu suivre les voies légales. Mais il y a un dicton qui dit, quand vous pointez un doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui vous regardent. Que le gouvernement nous sorte un document qui démontre par A plus B que pour la liaison avec Marcy s'interrompt encore une fois. Je crois que l'essentiel a été dit. J'allais lui demander s'il y a un contact par lequel on pourra joindre ce collectif parce que certains peut-être... parole à nous sortir la même chose au niveau du gouvernement, à nous démontrer que le gouvernement a respecté les lois en vigueur et a respecté la constitution en vigueur au Bénin. Et je vous annonce encore une fois que les cabinets de conseil que nous avons pris ont écrit directement au ministre Donato, au ministre des cadres de vie et du développement durable. Mais jusqu'en date d'aujourd'hui, le ministre n'a pas daigné donner l'once d'une réponse aux avocats.